Bonsoir. Je commence à voir des visages qui me sont familiers. À cette troisième séance, bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Vous savez que depuis les débuts du mois de mars, on fait chaque jeudi soir un travail de réflexion autour de l'œuvre de Charles Sarka, dans lequel on est toujours un théologien et un philosophe pour pouvoir discuter avec lui. On a fait la première séance sur éthique et subjectivité. La seconde séance, on a parlé de sa philosophie politique. Et aujourd'hui, on se concentre sur le thème de repenser la démocratie. Donc, ce soir, nous avons Madame Hélène Leillet, qui est maître de conférences en philosophie éthique et politique à l'Université Paris-Sorbonne. Elle est également psychanalyste, membre de l'Association lacanienne internationale, et notamment l'auteur de différentes œuvres, je vous dirai quelques-unes: Base politique, haute police, une approche historique et philosophique de la police, la psychanalyse est un humanisme, ou aux sources du terrorisme, de la petite guerre aux attentats suicides. Donc voilà pour la philosophe qui discutera avec Yves Charles ce soir. Et on a le père Frédéric Louzot, qui est prêtre diocésain depuis 1998, qui est ingénieur des mines, spécialisé en physique nucléaire. Et puis, il est aussi docteur en philosophie politique et en théologie. Actuellement, il a le poste de directeur du pôle de recherche au sein duquel se tient ce séminaire, et il était avant le doyen de la faculté de théologie. Il a aussi différentes publications sur l'œuvre de Gaston Fessard et dernièrement un commentaire et une analyse de Autorité et bien commun du père Fessard, publié à date solemne. Donc voilà, pour ce soir, je vais donner la parole au père Louzot, qui commencera les débats avec Yves Charles ensuite. Bonsoir et bienvenue à tous. J'espère que vous vous sentez chez vous ici, parce que ce collège il a été fait pour que des gens de toute provenance, de toute pédigrée, spirituel, intellectuel, je ne sais que dire, puissent être heureux ici et dialoguer, travailler ensemble. Je voulais aussi remercier le professeur Zarka de sa présence pendant tout ce cycle autour de sa pensée. Et puis, de lui dire que j'ai eu vraiment beaucoup de joie à lire les passages qu'il m'a proposés pour ce thème « Repenser la démocratie ». Donc, j'ai travaillé tous ces passages et j'ai eu beaucoup de joie et d'intérêt à lire cela et à réfléchir à partir de là sur son analyse de la crise actuelle de la démocratie en France et en Europe. Et j'ai eu même des moments de passage jubilatoire, je vous dirai à quel propos. Pour commencer, je voudrais faire d'abord une série de 2 remarques, puis ensuite après, dans un troisième temps, je ferai une proposition en vous présentant justement la pensée du père Fessard sur la légitimité du pouvoir. Et je trouve que ça me permet d'amorcer un dialogue intéressant avec la pensée de M. Zarka. Et tout d'abord vous dire quelles ont été les problématiques actuelles, ou plutôt les points qui ont emporté mon adhésion dans ce que j'ai lu et mon intérêt. Dans les problématiques actuelles, il y a trois je trouve, fils rouges de la pensée de M. Zarka qui sont très, très, très saisissants. D'abord, tout ce que vous dites sur la crise de la représentation politique. Je pense que ça sonne vraiment juste, la dérive de l'exercice du pouvoir démocratique, l'absence de consultation institutionnalisée, les pratiques populistes. J'avoue j'ai vraiment jubilé en lisant les quelques pages sur la gouvernance. Je dois vous dire, professeur, qu'en 2005, avec Marcel Gaucher, j'ai donné une conférence à la cathédrale de Notre-Dame qui s'appelle « La démocratie difficile ». Et avec Marcel, on a tiré un petit peu à boulet rouge sur la gouvernance. Et dans l'émission de radio qui a suivi, on a eu de nombreux catholiques très engagés dans l'institution européenne qui nous ont passé un savon en public parce qu'on avait osé montrer ce que cachait cette notion de gouvernance. Donc j'ai jubilé de voir que je n'étais pas le seul à penser qu'il y avait là une notion extrêmement problématique. La deuxième problématique actuelle qui m'a vraiment saisi dans ce que vous dites, c'est
vous parlez d'invasion du modèle managérial dans toutes les sphères de la société. Alors je ne vais pas redécrire tout ce que vous dites, mais ça rejoint mon expérience personnelle dans deux points de vue. Depuis quelques années, je suis pompeusement nommé expert au Saint-Siège, qui s'est doté d'une agence d'évaluation des parcours universitaires. On l'appelle l'AVEPRO, donc comme tous les autres pays européens qui sont signataires du processus de Bologne. Et j'avoue avoir eu comme expert, en regardant les grilles d'évaluation, des moments de vertige en me demandant comment ça pouvait s'appliquer à la théologie et à ce que nous essayons de faire. Voilà. Si vous voulez, je peux un jour décrire ce que ça peut vouloir dire. Et de même, vous ne le répéterez pas à la direction du Collège des Bernardins, mais même la gouvernance, parce que c'est le terme que nous utilisons ici pour expliquer le gouvernement et la conduite du Collège des Bernardins, parfois, tombe, à mon avis, dans ces difficultés-là. Et le troisième problématique actuelle qui m'a vraiment intéressé, c'est ce que vous dites sur les nouvelles problématiques environnementales. Comment penser une nouvelle démocratie qui ne soit pas liée au pillage de la nature, et notamment une question juridico-politique des réformes à mener les plus adaptées pour que nous puissions prendre en charge des problèmes qui sont sur des générations, en fait, qui sont donc dans une temporalité qui n'est pas celle des gouvernements. Sinon, je termine ce premier point, je balaye quelques zones qui ont attiré mon intérêt. Ce qui m'a le plus intéressé et sur lequel je voudrais réagir, c'est la question de la légitimité. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la légitimité se situe au cœur de la problématique démocratique. Vous insistez beaucoup dessus. À mes yeux, le problème de la légitimité se situe au cœur de l'exercice de tout pouvoir, en réalité. Du pouvoir politique comme d'autres pouvoirs, mais dans le cas de la démocratie, le problème de la légitimité se présente sous une forme réfléchie et institutionnalisée. Et c'est là où elle trouve une densité qui est étonnante et qui mérite d'être réfléchie, j'y reviendrai. Et notamment aussi, vous ajoutez que la légitimité comporte des différenciations des niveaux. Et ça, je vais essayer d'insister, je partage tout à fait votre... En gros, pour dire les choses brièvement, la légitimité, c'est pas blanc ou noir, ou 0 ou 1. C'est une réalité beaucoup plus diverse et qui mérite d'être regardée. Deuxième moment de mon intervention, c'est de donner quelques questions que je voulais vous poser. Dans plusieurs textes, vous faites une proposition, vous lancez l'idée d'une instance juridico-politique fondée sur une charte de ce que vous appelez la légitimité d'exercice, et qui aurait pour mission unique de contrôler l'exercice du pouvoir et d'informer les citoyens sur l'adéquation, au fond, entre les actions menées par les autorités et, par exemple, ce qui avait été promis dans les campagnes. Alors, voilà les questions que je me pose sur cette institution. Qui en fait partie et par quel mécanisme choisit-on, en fait, les membres de cette instance? En fait, c'est pour vous inviter à la décrire davantage. Comment cette instance aussi est-elle structurée elle-même en interne? C'est-à-dire que les problèmes de légitimité peuvent jouer aussi à l'intérieur de cette instance. Qui détermine les critères de la charte? Et ensuite, comment procède-t-on à l'extraction de ces critères? Et d'après vous, à quelles conditions les analyses que produirait cette instance, les analyses de légitimité, à quelles conditions seraient-elles non partisanes? Donc ce serait le problème de nouveau de la représentativité elle-même de cette instance qui pourrait se poser. Et puis, pardon, c'est pas du tout par souci managérial que je dis ça. Et comment se fait le contrôle, d'après vous? Comment pensez-vous le contrôle de cette instance? Donc voilà la série de questions que je voulais poser, parce que je trouve que dans tout ce travail pour repenser la démocratie, c'est une des propositions qui m'a paru les plus originales. J'avais une petite question, mais elle n'est peut-être pas la plus importante pour ce soir, à propos de la religion managériale, que vous dites structurée sur une trinité là, de gouvernance, évaluation, transparence. Et vous dites que c'est une religion séculière. Et je voulais savoir si c'était vraiment une religion séculière au sens strict. Pourquoi je me pose la question? Parce que autant je vois bien que le communisme était, par exemple, foncièrement athée, et en théorie comme en pratique, autant je vois que le nazisme, autre religion séculière, substituait au lieu de la Bible la nature, sous la forme de la race aryenne. Mais la religion managériale
est-elle un athéisme d'après vous, pur et dur, j'ai envie de dire, avec des conséquences pratiques, ou est-ce que cette religion managériale ne s'accommode pas de différentes croyances religieuses historiques et des communautés correspondantes, vous voyez, comme quelque chose qui pourrait... Dites encore autrement, est-ce que la religion managériale a pour but de détruire de l'intérieur les religions historiques? C'était ça, en fait, la question que je me posais. Vu ce que je vous ai dit sur le collège des Bernardins, vous comprenez pourquoi je me pose la question. Parce que, selon ma réponse et le diagnostic que l'on fait, on n'adopte pas les mêmes tactiques de résistance. Alors j'en viens maintenant, si vous le permettez, je voudrais vous présenter, dans un troisième et dernier temps, quelques réflexions sur la légitimité du pouvoir, pour les mettre vraiment en dialogue avec les réflexions de M. Zarka. Et je vais le faire à partir de la pensée du père Gaston Fessard, donc, que je travaille depuis une vingtaine d'années. Donc c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jésuite français qui est né en 1897 et qui est mort en 1978. C'est un très grand spécialiste de Hegel, de Marx et de Kierkegaard. Il a développé une œuvre absolument immense, mais il est resté surtout connu parce qu'il est un des premiers résistants en France. Et il a été un des fondateurs d'une revue de résistance spirituelle chrétienne qui s'appelait Témoignages chrétiens. Et il est l'auteur du premier cahier qui s'appelait France, prends garde de perdre ton âme, où dès 1941, il démonte de l'intérieur tous les équivoques de la politique de la collaboration. Il avait étudié le nazisme et le communisme de près, et donc il avait en quelque sorte préparé tous ces événements de la guerre et de l'occupation, et donc il n'était pas du tout pris au dépourvu au moment où ça a commencé. Et alors, pendant la guerre, pour dire les choses très simplement, pourquoi il s'est posé la question de la légitimité? C'est en raison du pouvoir du maréchal Pétain. Et notamment, je ne sais pas si vous savez que dans l'Église catholique, à ce moment-là, beaucoup d'évêques ont soutenu à fond le maréchal Pétain. Et malheureusement, beaucoup de théologiens qui étaient connus, non seulement soutenaient le maréchal, mais alors faisaient une théologie politique pure et dure pour justifier l'appel des autorités épiscopales à obéir sans réflexion aux ordres du gouvernement de Vichy. Et donc il a dû pendant au moins 2 ans batailler très ferme, si vous voulez, avec ces théologiens pour montrer qu'il se trompait en fait profondément. Et une des questions qui se débattait, c'était est-ce que le pouvoir du maréchal Pétain est légitime ou pas? Et donc ça lui a permis, en tout cas lui, ça l'a entraîné à une réflexion très très profonde sur la légitimité, l'autorité, le pouvoir. Donc je vous ai proposé 4 temps de réflexion. Pour essayer d'abord, les 3 premiers temps, c'est essayer de présenter des points, des arêtes de sa pensée, et après j'essaierai de l'appliquer à la crise de la démocratie actuelle. Parce que je pense que la pensée du père Fessard est descendue suffisamment profond pour nous aider aussi 70 ans après, parce que c'est tout un autre problème aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes problèmes qu'avec le maréchal Pétain. Le premier point, c'est que le père Fessard, justement, comme M. Zarka dit, au fond, la légitimité, ce n'est pas une espèce de donnée brute où c'est légitime ou c'est pas légitime. Donc il propose d'abord de distinguer 2 sens du mot légitimité. Donc le mot légitime peut avoir 2 sens. Ça peut signifier ce qui est conforme à la loi, et plus généralement ce qui est conforme au droit et à la justice. Ça, c'est un premier sens, direct, on pourrait dire. Ça paraît très simple, hein, ce qui est conforme au droit et à la justice. Mais une première réflexion, qui peut s'appuyer sur le langage, je ne rentre pas dans les détails, montre qu'à partir de là, on doit distinguer 2 sens de ce mot légitime. Un sens direct et un sens réfléchi, un sens second, si vous voulez. Au sens direct, premier sens, légitime désigne donc ce qui est conforme à la loi, au droit et à la justice par opposition à ce qui est injuste, illégal, illégitime. Ça, c'est le premier sens direct, le plus obvious, si vous voulez. Mais il y a un second sens, au sens réfléchi. Légitime signifie reconnu authentique. Reconnu authentique. À travers un processus de reconnaissance, et à ce moment-là, ce nouveau sens s'oppose à non reconnu authentique ou douteux. On peut dire de quelque chose, d'un titre, d'un pouvoir qu'il est douteux. Et entre ces 2 sens, donc, direct ou réfléchi, il y a à la fois unité et distinction, il y a à la fois passage continu et discontinuité. Unité, pourquoi? Parce que ce qui est conforme à la loi et à la justice tend à être reconnu comme authentique,
dans la société, et devrait l'être, doit l'être en principe. Mais il y a quand même une dualité entre ces deux sens, comme le montrent tous les conflits et contestations qui parsèment la vie sociale. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un testament. Dès qu'il ne comporte aucune clause immorale ou injuste, un testament est dit légitime. Cette légitimité, qui est opposée à l'illégitimité, peut néanmoins être attaquée par un héritier, en droit, qui, par exemple, arguant d'un vice de forme ou de toute autre cause, demande au tribunal de ne pas reconnaître, vous voyez, ce testament comme authentique ou valable. Du coup, vous avez, du fait même de ce conflit, les deux sens du mot légitime qui sont distingués, vous voyez, par le conflit. Et tant que le jugement du tribunal n'est pas rendu, ces deux sens s'opposent, restent opposés. Alors cette distinction, je ne vais pas plus loin, on pourrait dire légitimité directe, c'est-à-dire légitimité de fait, et puis la légitimité réfléchie ou seconde, et légitimité de droit, cette distinction donc très courante en droit privé peut s'étendre à la légitimité d'un pouvoir politique. Soit au regard du droit public en cas de révolution, soit au regard du droit international lorsqu'il s'agit d'une guerre. Mais si j'ai fait le passage par la question du testament et du droit privé, c'est pour bien que vous notiez le rôle de la reconnaissance d'authenticité qui fait passer la légitimité au sens premier, au sens direct, à son deuxième sens qui est réfléchi. Donc on passe, vous voyez, du fait au droit, de la légitimité première à la légitimité seconde, par une reconnaissance d'authenticité. Et c'est pourquoi, dans un deuxième temps, je me suis proposé de vous faire réfléchir, comme le Père Fessard le faisait, sur ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est-à-dire que pour pouvoir justement sonder ce qu'est la légitimité dans sa complexité interne, il faut comprendre ce que c'est que cette reconnaissance qui a le pouvoir à la fois de séparer et d'unifier les deux légitimités. D'où le deuxième point là, sur la feuille de route que je vous propose, 3 degrés de la reconnaissance pour lui, dans une société. Alors, si on voulait vraiment faire la démonstration telle qu'il l'a fait, il faudrait entrer dans une analyse philosophique un peu technique, notamment chez Hegel, je ne le fais pas. Mais on peut dire, sans entrer dans cette analyse, que la reconnaissance, je vous ai mis l'expression sur la feuille, c'est une citation de Fessard, que la reconnaissance, pour lui, c'est la réciprocité d'action qui institue, constitue et caractérise tout le lien social entre êtres libres, que ce soit des individus ou des collectifs. Donc réciprocité d'action qui institue, constitue et caractérise tout le lien social entre des êtres libres. Pourquoi dit-il ça? Tout simplement parce que toute action humaine qui dépasse la sphère individuelle provoque la réaction d'autrui et en subit le contre-coup. Et qu'il s'agisse par exemple d'une lutte à mort entre deux individus ou deux pays, qu'il s'agisse d'une négociation qui s'achève par un contrat, qu'il s'agisse même d'une union d'amour entre deux êtres, toutes ces formes-là au fond de rencontres que je viens de nommer, supposent, impliquent et donnent lieu à une reconnaissance. Et bien que toujours identique en son fond, c'est-à-dire comme réciprocité d'action, la reconnaissance, bien sûr, est de qualité fort différente selon l'action qui l'engendre. Et donc, ayant dit cela, oui, c'est une définition générale, Gaston Fessard propose de distinguer 3 degrés fondamentaux de cette réciprocité d'action dans la société, ou de reconnaissance. Premier degré, il l'appelle la reconnaissance de fait. Alors je cite un passage du Père Fessard, des deux êtres, qu'ils soient de nouveau des individus ou des collectifs, des deux êtres en présence, l'un reconnaît l'autre sans lui attribuer plus de valeur que celle que mérite la chose que l'on tolère, sans la garantir, ou alors l'événement qu'on subit, contraint et forcé. Donc cette reconnaissance de fait, chez lui notamment, c'est la reconnaissance du maître par l'esclave. C'est une reconnaissance, vous voyez pourquoi il l'appelle de fait, parce qu'elle s'impose par la seule force du fait. Il s'agit de la reconnaissance la plus infime de toutes, mais qui néanmoins crée quand même un premier lien social, c'est le lien du maître et de l'esclave, qui tend de lui-même à engendrer un ordre et un droit, et qui donne lieu par conséquent déjà à parler de légitimité, même si c'est un degré de légitimité effectivement extrêmement faible. Je reviendrai dessus. Une légitimité de fait. Deuxième degré de la reconnaissance de droit, c'est la reconnaissance par laquelle deux êtres, de nouveau individuels ou collectifs, s'attribuent cette fois-ci une valeur égale
et entrent de plein gré, volontairement, dans une dépendance mutuelle et réciproque, c'est-à-dire se reconnaissent comme des sujets de droits et de devoirs. Alors c'est un degré de reconnaissance infiniment plus profond anthropologiquement que le premier, et c'est ce degré de reconnaissance qui vivifie toute la sphère juridique et politique, et qui sert de fondement aux relations contractuelles où la volonté des parties fait loi. C'est la volonté des parties qui est engagée, si vous voulez, comme moteur des opérations. Et cette reconnaissance de droit, elle opère partout où se posent des questions de légitimité, et c'est cette reconnaissance de droit que doivent objectiver les divers tribunaux en ce qui concerne leurs compétences ou les milieux sociaux respectifs dont ils ont la charge. Reconnaissance de fait, reconnaissance de droit. On trouve ça chez Hegel. Le plus souvent, la réflexion en philosophie politique estime que ces deux premières reconnaissances suffisent à rendre compte des relations entre les sociétaires et la nature même d'une société humaine. Or, je pense qu'il n'en est rien. Pour le père Fessard, cette reconnaissance de fait, cette reconnaissance de droit, ont leur origine et leur fin dans un troisième type de reconnaissance qui, pour être le plus souvent ignoré, n'en est pas moins le plus important à ses yeux. Donc je vais essayer de décrire, c'est plus étonnant, si vous voulez, mais je pense que ça mérite vraiment réflexion. Ce troisième degré de la reconnaissance, qui va nous permettre de distinguer un troisième degré de légitimité, c'est ce qu'il appelle, il a différentes manières de l'appeler dans ses écrits du temps de la guerre, il appelle ça la reconnaissance de valeur ou d'amour. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'agit de la reconnaissance au sens non plus économique, non plus au sens juridico-politique, il s'agit d'une reconnaissance au sens affectif. Au sens affectif que ce terme revêt lorsqu'il est synonyme, par exemple, de remerciement ou même d'action de grâce. Alors ce troisième degré de reconnaissance, il se définit ainsi, ça désigne la réciprocité d'action qui unit les êtres au plus intime d'eux-mêmes au titre de leur amour mutuel, justement. Vous voyez, cette réciprocité d'action qui unit les êtres au plus intime d'eux-mêmes, qui les engage le plus profond de leur liberté, si vous voulez, au titre de leur amour mutuel. Alors peut-être que vous penserez, que nous penserons qu'en raison de son intensité, ce troisième degré de reconnaissance ne joue que pour des groupes humains de petite taille. Par exemple, un couple, ou alors une famille, ou éventuellement un groupe d'amis. Or pour Gaston Fessard, il n'en est rien. Et dans un profond dialogue avec son ami Kojève, avec Alexandre Kojève, pour répondre justement à Kojève qui disait « Mais non, ce troisième degré de reconnaissance, ça n'intéresse pas les sociétés politiques. » Alors pour répondre à son ami, Fessard a démontré philosophiquement que, dans plusieurs écrits très, très complexes, que tout lien social, aussi étendu qu'il soit, ou si éloigné de l'amour que possible apparemment, que tout lien social est soutenu, orienté et achevé par ce degré ultime de la reconnaissance. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que là, on ouvre un pan assez immense de sa pensée. À partir de ces trois degrés de la reconnaissance sociale que j'ai esquissé trop rapidement, on peut donc arriver à une analyse beaucoup plus fine de la légitimité qui distingue non plus deux, mais trois degrés. Une légitimité de fait, c'est-à-dire c'est une légitimité à la fois incontestée mais contestable, à la faveur d'un conflit, comme je vous l'ai dit, et c'est la légitimité des pouvoirs qui se font obéir par la crainte. Ça, c'est le premier degré de légitimité pour un pouvoir. Deuxième degré, la légitimité qu'on peut appeler de droit, qui est à la fois incontestée et incontestable, c'est la légitimité des gouvernements qui sont acceptés pour des motifs que l'on peut qualifier de rationnels, chacun trouvant, au fond, chacun des protagonistes et des sociétaires trouvant son intérêt. Et enfin, troisième degré de la légitimité de valeur. On est au-dessus de la distinction du fait et du droit. C'est une légitimité qui vaut par elle-même, par sa seule manifestation et présence. Et le père Fessard ajoute, c'est la légitimité des gouvernements qui sont aimés de leur peuple. Alors, si on veut bien comprendre ce qu'il veut dire, ces trois degrés là, que je viens d'esquisser, de légitimité, sont pour lui à la fois dans l'unité et la distinction. Ils sont dans un jeu dialectique, si vous voulez, dans ce qu'on appelle une immanence réciproque. Il y a pour lui une dialectique concrète entre ces trois niveaux. Et on voit cette dialectique à l'œuvre, pour lui, dans l'histoire séculaire des sociétés politiques. Par exemple, il dit « La majorité des gouvernements ont d'abord été des pouvoirs de fait, brutaux.
que ce soit des fruits de la conquête ou de l'usurpation. Et là, ils en sont au premier degré de légitimité, qui a été très longtemps dans l'histoire le degré prédominant. Puis ensuite, ces pouvoirs sont devenus, par la vertu de leur bonne administration, des états de droit. Et ils ont acquis cette légitimité beaucoup plus profonde de droit qui est la marque des sociétés libérales et démocratiques modernes dans lesquelles nous vivons. Et puis, rajoute-t-il, dans certains cas, ces pouvoirs sont même parvenus, en la personne de tel ou tel chef d'État, à se faire aimer de leur peuple. C'est assez rare en ce moment d'ailleurs. Et ce troisième degré, c'est bien sûr la légitimité de valeur dont j'ai parlé. Et en sens inverse, l'historien pourrait très bien expliquer la chute de certains régimes, d'une part d'abord par la désaffection des sujets. Donc vous voyez, ça attaque d'abord, on pourrait dire, une illégitimité de valeur, désaffection des sujets vis-à-vis des pouvoirs, puis ensuite une inadaptation de l'ordre juridique aux besoins, aux aspirations du peuple. On descend d'un cran, illégitimité de droit, et finalement, la chute des régimes s'opère toujours finalement par un coup de force. Et là, on arrive au dernier degré d'illégitimité de fait. Je fais un petit bilan, transition. Ce qui me paraît important de vous dire maintenant, c'est pour aller jusqu'au bout de ce qu'il propose, c'est que on est déjà arrivé à une certaine décomposition de la légitimité, et on peut encore affiner l'analyse de ces degrés de la reconnaissance de la légitimité en rapportant ces degrés à une troisième notion fondamentale dont M. Zarka parle parfois dans ses écrits, qui est celle du bien commun. Alors, là je donne une petite explication, c'est que dans la pensée sociale de l'Église, depuis très longtemps, c'est le rapport au bien commun qui est le plus important, si vous voulez, en politique. C'est ce rapport au bien commun qui fonde et mesure la légitimité de toute autorité. Et le signe que ce bien commun est atteint est justement l'adhésion du peuple au pouvoir politique. Et ce qu'on appelle adhésion, c'est un autre nom aussi de la reconnaissance, qui est peut-être moins précis, mais qui au fond désigne la même réalité. D'où une troisième proposition qui vient aussi de l'analyse du père Fessard, qui est de vous présenter comment lui-même analyser ce qu'était le bien commun. Il a été obligé de faire cette analyse justement pour démêler les problèmes très complexes autour de la légitimité du régime de Vichy et de l'attitude à avoir par rapport à ce régime. Et c'est grâce à ces trois éléments qu'il pouvait fonder en raison la question de la résistance. Alors les trois éléments constitutifs du bien commun pour lui, il y a trois étages. Le premier, je vous l'ai mis sur votre feuille de route, là c'est vraiment une citation d'un de ses livres. Pour lui, le niveau élémentaire du bien commun, c'est l'existence et la sécurité des membres d'une société, dans un état de coexistence paisible qui permet les échanges essentiels à la vie du groupe, notamment les échanges économiques. Alors bien sûr, là, ce n'est pas encore le sommet du bien commun ou de la vie en commun ou de la vie en société, c'est son niveau élémentaire, mais qui est indispensable, bien sûr, à la vitalité, si vous voulez, d'une société. Ce premier élément suppose, on a dit, la paix entre les membres, bien sûr, et aussi, peut-être ce qu'il ne dit pas de manière précise, une organisation de l'économie qui permet des échanges vitaux entre les membres. Il n'avait pas à ce moment-là de réflexion sur le marché, par exemple. Et autre chose qui n'est pas présente dans cette définition, c'est qu'en fait, ce premier étage du bien commun suppose aussi un environnement naturel susceptible de répondre à ces besoins vitaux. Bon, maintenant, c'est tout un pan de la réflexion sur le bien commun qui aujourd'hui est entré dans notre conscience. Mais pas, en 1941, ce n'était pas le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter cet élément si on veut actualiser cette pensée. Deuxième niveau d'élément constitutif du bien commun pour lui, qui est à un niveau plus haut, c'est ce qu'il appelle l'ordre de droit. Donc c'est tout l'ordre juridico-politique, donc des règles juridiques, des institutions qui se développent sous l'égide de la justice, sous une notion de la justice, et sous le contrôle d'une autorité politique au sens large. Donc là, pour lui, c'est un deuxième niveau qui marque vraiment un progrès dans les sociétés, qui est le niveau proprement juridico-politique du bien commun. Et je crois que c'est à ce niveau-là que M. Zarka travaille beaucoup et réfléchit. Et ce niveau-là a connu un essor historique considérable dans le développement des sociétés démocratiques depuis plus de 2 siècles. Les deux éléments précédents, l'existence et la sécurité des citoyens et l'ordre de droit, semblent pouvoir suffire à déterminer le bien commun d'une société. Cependant, pour le père Fessard, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a 2 points qui indiquent que ces 2 éléments ne sont pas encore suffisants.
D'une part, il existe différentes nations, différentes démocraties, dont les intérêts, et donc par conséquent les biens communs, sont divergents. Et donc ça, les deux premiers éléments n'arrivent pas à rendre compte. Et d'autre part, la notion de justice, qui est centrale dans cet ordre, est d'abord abstraite et universelle, alors que les individus et leur société sont toujours concrets et particuliers. Disons qu'il y a plusieurs manières de comprendre la justice et de l'incarner, si vous voulez, dans un peuple. D'où un troisième élément pour lui, qui est, on pourrait dire, le sommet du bien commun, ce qu'il appelle l'idéal ou l'idée directrice, qui est la raison d'être de la société. Et pour leurs membres, leur raison de vivre ensemble. Et dans la nation, cet idéal consiste proprement dans les valeurs universelles que le peuple veut incarner et veut vivre. Et celui-ci, je dis, se les représente en général comme sa vocation ou sa mission historique, en particulier comme la cause pour laquelle il accepte parfois de mettre en péril sa sécurité et son existence. Il faut noter au passage la position médiane, on pourrait dire médiatrice du deuxième élément du bien commun, et tout spécialement lui du pouvoir politique. Le rôle de l'autorité politique, c'est précisément d'assurer librement une interaction souple entre le niveau élémentaire et le niveau des valeurs du bien commun, des valeurs communes. Très important de regarder ça. Et pour lui, ce qu'il appelle la perfection de l'autorité, ça résulte de la mise en relation réciproque, on va dire du fondement, du niveau élémentaire, de l'existence et sécurité du peuple, avec ses valeurs directrices les plus profondes. Et c'est pour ça qu'après, je vous ai mis une citation, que je ne vais pas la lire maintenant, mais qui me semble résumer la manière dont il comprend, au fond, ce qui fait la perfection d'un pouvoir politique. J'en viens maintenant, pour terminer, à la question qui nous occupe aujourd'hui, qui est non seulement repenser la démocratie, mais M. Zarqa dit bien sûr la reconstruire, avec les défis qui sont les siennes aujourd'hui. Je vous ai remis les trois éléments que j'ai un petit peu, je ne vais pas tout expliquer, mais que j'ai un petit peu augmenté en fonction des questions qui sont les nôtres. La case mal commun, c'est une affaire qui est très importante chez Père Fessard, mais je ne la développerai pas ici. Mais à mon avis, si on veut une réflexion sur le bien commun, il en faut aussi une sur le mal commun qui est plus concrète. En gros, réfléchir à ce qui nous ronge dans la société est aussi important que réfléchir à ce qui nous unit. Je n'entre pas là-dedans. Mais je voudrais repartir de ce tableau avec ces trois étages. Vous voyez l'étage d'ordre plutôt économique et naturel, le deuxième élément qui est l'ordre juridico-politique, et en fait le troisième élément ou niveau qui est celui des valeurs. Je voudrais repartir de cette classification pour montrer les difficultés de la démocratie aujourd'hui, les défis qu'elle a à relever. Dans un premier temps, ce que l'on peut dire, et qui caractérise la situation d'aujourd'hui et qui touche à la fois le premier et le deuxième niveau, M. Zarqa insiste beaucoup sur le fait que, si j'ai bien compris, et en tout cas moi j'adhère à cette idée, qu'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est l'absorption du politique par l'économique. C'est-à-dire qu'au fond, le niveau 2, juridico-politique, est absorbé par le premier niveau. Et que donc le défi que nous avons à relever, c'est l'intégration de ces nouvelles puissances économiques et financières mondialisées dans un ordre juridico-politique. Et c'est dans cette direction que le professeur Zarqa essaie de chercher. De même, il y a la question de la crise écologique, là c'est carrément le premier niveau, mais de nouveau c'est un problème de dimension internationale, et donc ça entraîne de nouveau des questions sur le deuxième niveau. Si on regarde le deuxième niveau juridico-politique, on pourrait reprendre tout ce qu'a dit le professeur Zarqa sur la crise de la représentation. On pourrait rajouter le problème de la dette de l'État, la perte de substance du débat public, qui sont vraiment des questions aujourd'hui gravissimes en fait pour la démocratie. Mais je ne voudrais pas insister là-dessus parce que M. Zarqa fait 1000 fois mieux que moi. Je voudrais insister sur le troisième niveau, qui est peut-être plus original et à la fois je pense que ça peut être partagé. Je voudrais insister sur le troisième niveau qui me paraît le plus important, et je voudrais dire qu'à mon avis, la difficulté que la démocratie en France affronte aujourd'hui, c'est la difficulté que nous avons de nous donner ensemble une idée directrice concrète et commune. Et commune à tous. Donc, pour moi, c'est le fondement de la crise actuelle de la démocratie. C'est lié à la perte du sentiment national, probablement. Et ce qui m'impressionne, vous voyez, nous n'arrivons plus à nous dire ensemble
des valeurs de vivre ensemble et d'avoir une, je sais pas ce qu'on va dire, une destinée historique commune. C'est très difficile. Alors, cette difficulté, à mon avis, n'est pas simplement le fait des dirigeants politiques et économiques, c'est certes qu'ils n'y arrivent pas, mais aussi également le fait des penseurs, d'artistes, des responsables religieux, de chacun d'entre nous. C'est très difficile, en fait, d'arriver à reformuler ensemble ces valeurs. Donc nous sommes à la recherche d'une refondation des valeurs communes, et je crois que c'est capital pour pouvoir travailler, vous voyez, les défis propres des niveaux précédents. Je vois mal, par exemple, comment on peut régler la question de la dette de l'État français si on n'est pas d'abord d'accord de vivre ensemble, si vous voulez, pour dire les choses de manière très plate. Alors, comment je comprends maintenant, pour terminer, je m'arrête ensuite, comment nous pouvons travailler à cette refondation des valeurs communes républicaines? Je vais dire deux choses. Je pense que nous ne pouvons pas reconstruire ces valeurs si nous ne passons pas par une réconciliation entre nous. Alors on peut l'appeler réconciliation nationale, si ce mot ne vous fait pas peur. Mais pourquoi je parle de nécessité de cette réconciliation? Ça suppose d'abord l'identification des fractures qui traversent nos sociétés, et elles sont nombreuses et beaucoup ne sont pas dites, elles sont cachées. Et une fois ces fractures reconnues, la capacité de repentance de chaque partie en opposition avec une autre, c'est-à-dire la capacité de reconnaître ses torts, sa part dans la crise actuelle. Et je pense qu'il n'y a pas simplement, vous voyez, les insuffisances ou les malhonnêtetés de ce que M. Zarka appelle la caste du pouvoir. Ça, très certainement, elles sont à surmonter. Mais M. Zarka dit aussi qu'il y a l'individualisme de tout à chacun, le souci exclusif de l'intérêt privé d'individus repliés sur eux-mêmes et indifférents au sort des autres, qui est une expression très forte que vous utilisez en 2012. Alors, est-ce que c'est raisonnable ce que je suis en train de vous dire, ou est-ce que c'est une pure utopie? Dans l'histoire récente des sociétés politiques, il y a quand même des exemples historiques très forts qui montrent qu'une refondation d'un espace démocratique commun s'est fait justement d'abord par cette réconciliation. Je prends le cas de l'Afrique du Sud, notamment cette commission qui a été créée en 1995 par une loi, qui s'appelle la commission Vérité et Réconciliation, et qui a travaillé pendant des années et des années, justement, à relever les fractures, les exactions qui avaient été commises, etc., etc. Il y a eu un travail très profond. On peut penser aussi à la Pologne, après Jaruzelski, le Chili après Pinochet. Il y a eu un travail, si vous voulez. Alors vous pourrez me dire, on n'est pas dans la situation de l'Afrique du Sud, on ne sort pas d'une guerre civile ou de l'apartheid. Mais moi j'ai envie de plutôt dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre une situation de guerre civile ou d'apartheid avant d'entamer ce processus-là. Et alors, ce qu'on pourrait réfléchir aussi, peut-être dans le débat, c'est, il me semble que dans ce travail de réconciliation dans notre pays, probablement les religions auraient un rôle important à jouer. Elles devraient normalement être en tête de cordée dans ce travail de la société sur elle-même. Si elle veut bien jouer ce rôle, évidemment. Le deuxième point, je vais terminer par là, c'est la nécessité, à mon avis, donc vous voyez, il y a nécessité d'une réconciliation en interne, on pourrait dire, pour refonder et reconstruire la démocratie, mais il y a une nécessité aussi de vouloir jouer collectivement un rôle, j'ajoute bienfaisant, un rôle civilisateur, un rôle de service dans la vie internationale. À commencer par la construction de l'Europe, donc là moi j'abonde avec ce que vous dites dans ce livre Faire l'Europe avec Habermas, sur le fait que l'avenir de la démocratie en France dépend de notre capacité aussi à construire l'Europe. Ça, j'en suis vraiment entièrement d'accord. J'ajouterais aussi, dans cette question du rôle de notre communauté, de notre République, dans la vie internationale, j'ajouterais l'aide en faveur d'un développement économique, politique, juridique de pays en grave difficulté, et je pense aux partenaires historiques qui sont au Maghreb et en Afrique occidentale. Et je terminerai en disant que oui, ce deuxième volet, qui est de pouvoir repenser ensemble ce que nous voulons faire dans le monde international, ce deuxième volet suppose quand même que le premier, la réconciliation intérieure, soit quand même rempli. Et en même temps, cette ouverture vers l'international est l'âme de cette réconciliation intérieure. Je vous remercie. Pardon d'avoir été trop long. Merci beaucoup. Maintenant, à la dame. Merci. À quelques jours
d'un scrutin électoral qui confirmera d'une manière ou d'une autre la crise de la démocratie en France, soit par le désintérêt de nos concitoyens pour l'exercice électoral, soit par le score d'un parti non démocratique, ou les deux, la discussion sur l'œuvre de Charles Zarka est particulièrement, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, tout à fait opportune. Depuis des années, il nous avertit dans ses livres et dans la revue Cité de l'urgence de prendre au sérieux les symptômes de la crise, d'en chercher les causes et de proposer des remèdes. Puisque la notion de crise appartient au vocabulaire médical, je vais donc suivre un plan dicté par la métaphore en me proposant d'exposer, dans un premier temps, le diagnostic, de rappeler le diagnostic que porte Charles Zarka sur l'état de la démocratie aujourd'hui, pour rappeler également rapidement les remèdes qu'il propose, même s'il en a déjà été un petit peu question, bien sûr, nous allons nous répéter un peu. Et dans un troisième temps, je soumettrai moi aussi quelques questions ou remarques à la discussion. Le diagnostic tout d'abord. Depuis Tocqueville, les diagnostics sur l'état de la démocratie ont varié. S'il est important de reprendre à notre compte l'injonction tocquevillienne d'instruire la démocratie en sachant au préalable où nous en sommes, Charles Zarka montre que l'on ne peut pas dresser aujourd'hui le même état des lieux que Tocqueville, celui, chez Tocqueville, donc d'une préférence de l'égalité aux dépens de la liberté, dépend possible de la liberté politique. Car ce que Tocqueville tenait en quelque sorte pour acquis, la souveraineté du peuple, eh bien c'est précisément ceci qui est, aux yeux de Charles Zarka, mis en question aujourd'hui. C'est une constante de la philosophie politique, de Platon, Aristote, Tocqueville, que d'avertir que les pathologies de la démocratie sont capables de faire basculer celle-ci d'un régime de liberté en servitude, mais il reste bien entendu à chaque époque à identifier les pathologies qui lui sont propres. Or, l'analyse des pathologies de la démocratie est, il est vrai, particulièrement difficile à notre époque, précisément parce que la démocratie n'est pas, comme Charles Zarka le rappelle, n'est pas pour nous seulement un mode de gouvernement, un régime qui pourrait être mis en concurrence avec d'autres tout aussi légitimes, comme la monarchie ou l'aristocratie, mais il est devenu synonyme de seul régime politique légitime. Non seulement la démocratie est aujourd'hui un état de l'histoire, une ère, comme le disait Tocqueville, mais elle est considérée, je cite, comme fournissant le paradigme de la légitimité politique. Et ceci est tout à fait nouveau, car la démocratie n'a pas du tout dans l'histoire été pensée de manière évidente comme le meilleur régime, loin s'en faut, et que c'est la notion de république qui avait cette signification de critères de légitimité, tandis que la démocratie n'était qu'un genre de kratos, de pouvoir parmi d'autres. Et Rousseau était à cet égard tout à fait révélateur de cette relativisation de la démocratie. Et nous assistons donc aujourd'hui à quelque chose de nouveau, donc à une simplification de la question, j'emprunte le terme de signification, de simplification à ces ouvrages, simplification donc de la question des régimes politiques en opposition binaire des totalitarismes et des démocraties. Les raisons historiques de cette simplification sont claires. Il n'est pas question non plus pour l'auteur de mettre en question la norme démocratique, ni de souscrire à une critique, par exemple, schmittienne ou foucaldienne de la démocratie libérale, qui sont toutes deux articulées à la question du pouvoir, mais d'une façon exactement inverse et symétrique, c'est-à-dire mettant fin au pouvoir réellement politique pour l'un, Schmitt, mais dissimulant le pouvoir de la norme sous une apparente liberté pour l'autre, pour Foucault. Néanmoins, l'effet pervers de cette binarisation du politique
et l'impossibilité, comme vous le montrez, de questionner la démocratie autrement qu'en termes techniques, c'est-à-dire en termes procéduraux. On peut se demander, en effet, si l'approche seulement procédurale de la démocratie, par exemple chez Rawls, ne représente pas, c'est moi qui le dis là, avec mes termes, une forme de narcissisme de la démocratie, en vertu de quoi celle-ci ne peut même pas comprendre qu'elle soit attaquée ou haïe, et quand cela arrive, malheureusement. Yves Charles Zarka démontre donc bien que la violence est impensable dans le cadre rawlsien, donc procédure. Viser à perfectionner les procédures démocratiques, c'est s'en tenir au cadre formel de celles-ci, qui, pour n'être pas vain, j'y reviendrai, ne constitue néanmoins pas le sens de celle-ci, ni son attractivité, ni la puissance d'adhésion à elle. Or, c'est précisément ce qui est en cause dans la crise de la démocratie. Si c'est le fait même que la démocratie soit, comme je le disais en introduction, le régime de la souveraineté du peuple qui est désormais en cause, c'est que précisément la puissance d'attraction populaire pour les formes de la démocratie est dans un grand nombre de démocraties libérales en question. Les deux conditions formelles mais nécessaires de l'exercice par le peuple de sa souveraineté dans les grands États, c'est-à-dire la participation au suffrage et la désignation de représentants, laissent les peuples de plus en plus indifférents. Le citoyen ne vole plus aux assemblées, comme le déplorait Rousseau pour remettre en cause, pour critiquer, réfuter la représentation politique par des députés, mais peut-on ajouter aujourd'hui, il ne se précipite même plus pour les élire. Et il faut peut-être se souvenir ici de la leçon de Rousseau, effectivement, dans ce chapitre du contrat social, savoir que la désaffection du politique et la préférence du privé au public se produisent toujours sous un mauvais gouvernement, parce qu'on sait que la volonté générale ne prédominera pas. Il y a une actualité de Rousseau, et même si les libéraux ont eu raison, comme vous le démontrez, d'historiciser le principe de la démocratie et de penser des conditions d'application libérale absentes du système de Rousseau, il n'en demeure pas moins que l'écho de celui-ci aujourd'hui provient de ce qu'il a mis, comme le disait Frédéric Rousseau, la légitimité au centre de sa théorie. C'est ceci qui est tout à fait important. La crise de la démocratie est fondamentalement aujourd'hui une crise de légitimité. Le vote et la représentation ne constituent pas des conditions de légitimité suffisantes. Il y aurait d'ailleurs pétition de principe à le croire, s'il est vrai que c'est justement la légitimité du régime qui crée les conditions du vote et de la représentation. Pour Richard Zarka, il faut donc prendre au sérieux les symptômes de la désaffection du politique, ne pas se contenter de les condamner comme simple expression, par exemple, de l'individualisme grandissant ou d'un populisme incapable d'accepter les médiations requises pour l'exercice libéral de la démocratie. Si le peuple, donc, ne se reconnaît pas dans ses représentants et boude les urnes, c'est qu'il ne se reconnaît pas, donc qu'il ne se reconnaît plus comme souverain. La cause de cette perte de légitimité de la démocratie n'est donc pas seulement à chercher chez les hommes, elle l'est aussi. Ne manquez pas de mots durs, parfois, contre les dirigeants qui se sont soumis au marché, mais plus gravement, et c'est pourquoi cela concerne en premier lieu la philosophie politique, la cause de la crise réside dans une distorsion du modèle politique lui-même. Si les élites politiques trahissent, c'est aussi que les hommes qui aujourd'hui font de la politique leur métier, et se dévouent aussi parfois, certainement très sincèrement au début, pour se consacrer au bien commun, sont eux-mêmes trahis par les politiques. En effet, si Max Weber avait analysé la professionnalisation de la politique comme un fait incontournable de la modernité, nous sommes désormais bien au-delà. La politique s'est technicisée, plus seulement professionnalisée, mais technicisée, au point de devenir, comme vous le montrez bien, un gouvernement d'experts.
Les expertises dissimulent un simple nouvel usage de la force en politique, et les peuples ne peuvent que se sentir démus par le discours de la science appliqué aux politiques. Malgré les efforts des gouvernements, les expertises elles-mêmes portent davantage sur l'économie que sur les risques environnementaux ou sanitaires, dont la préoccupation semble parfois un peu ornementale, alors que, autant que la crise économique, elle est au centre de la peur de l'avenir des populations. Le terme de gouvernance, je ne vais pas y revenir, vous en avez parlé, témoigne de ce véritable changement de paradigme politique. Le modèle de l'entreprise prend la place de l'ancien modèle délibératif, le modèle de la parole partagée, de la parole commune, qui a fondé la démocratie en particulier, mais même la politique en général. Les élites politiques ne peuvent, dans un tel système, que trahir, puisque sommées, dès lors qu'elles entrent dans le jeu, de se soumettre au discours de la gestion, eh bien, elles impliquent que la participation des peuples ne se fait plus que sur le mode de la négociation, comme vous le dites, qui montre bien que celui de la loi, le modèle de la loi, lui, est perdu. Les conséquences de cet état de fait sont graves, non seulement à l'intérieur des États-nations, mais également pour cette grande expérience novatrice qu'est l'Europe. La crise de l'Europe est une conséquence directe du caractère pernicieux de ce modèle, car les dirigeants européens ont cru à l'autorégulation du marché d'une manière plus excessive que les premiers libéraux. Les peuples européens se sentent donc peu concernés par les échéances électorales européennes, sont peu consultés, leur voix n'est pas entendue, ou ils sont culpabilisés de ne pas se plier à la raison économique dominante. Cette crise est dangereuse, effectivement, car les adversaires de la démocratie sont prêts à profiter des failles de légitimité de la politique contemporaine. D'où la recherche de remèdes, que je rappelle rapidement, car il en a déjà été question. Les remèdes à la crise de la démocratie, il faut le rappeler quand même en préambule, doivent être internes. La démocratie est quand même, c'est moi qui le dis là avec mes mots aussi, le plus vivant des régimes, le seul à même de s'opposer à la pulsion de mort en politique. Et il faut affirmer même, je cite Charles Darca, que c'est par la voie de la démocratie que le politique pourra retrouver la primauté qu'il a perdue depuis une quarantaine d'années. C'est la raison pour laquelle sont écartées donc ici des solutions qu'on pourrait dire techniques à la crise d'adhésion de la démocratie. Ainsi, par exemple, les tentatives de renouer avec une forme de proximité sous la forme de débats citoyens, de comités de quartier, afin de retrouver le sens de la délibération publique et un peu d'épaisseur dans la participation à la vie de la cité, apparaissent-elles davantage comme des aménagements de la vie que comme des remèdes de fond. La différence entre cet appel à la reviviscence des débats démocratiques et les solutions prônées par Charles Darca est de toute façon une différence de diagnostic. Car dans le premier cas, on considère que la citoyenneté a disparu, qu'elle est devenue en quelque sorte une coque vide qu'il s'agit de remplir à nouveau. Et dans le deuxième, qui est le vôtre, me semble-t-il, on tient que la citoyenneté existe, mais qu'il faut lui rendre les conditions de son exercice. Il ne s'agit donc pas tant de trouver des formes nouvelles d'incarnation de la souveraineté du peuple que de rendre à celle-ci son effectivité. Là où le gouvernement des experts annule toute forme d'autodétermination populaire. Il faut donc se situer sur le seul terrain de la légitimité. Et c'est ainsi, comme vous l'avez rappelé avant moi, que Yves-Charles Darca propose qu'on transpose à la démocratie la distinction médiévale entre tyrannie par défaut de titre et tyrannie par exercice, et que par conséquent on distingue deux formes de légitimité démocratique, une légitimité de titre et une légitimité d'exercice. La légitimité de titre, j'avais dit que j'y reviendrai, est évidemment une condition nécessaire de la démocratie, personne ne le conteste,
Et vous le rappelez, bien entendu, elle garantit de la tyrannie par défaut de titre, c'est-à-dire de l'usurpation du pouvoir. La régularité des procédures de scrutin sont des conditions, évidemment, sine qua non de la démocratie. Mais cette légitimité de titre est insuffisante, car il faut encore que le pouvoir soit exercé de façon juste, puisqu'il peut exister aussi une tyrannie par défaut de justice qui vide la citoyenneté de son contenu. Pour vérifier cette légitimité d'exercice, il ne faut pas tant, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ajouter des procédures à des procédures, mais éclairer l'opinion publique sur la légitimité de l'exercice du pouvoir lors d'un mandat donné. Plus qu'une sorte de contrôle, donc de la transparence, qui n'obéirait là pas encore nécessairement à des critères politiques et se prêterait à toutes sortes de jeux d'ombre, comme toujours la transparence, il s'agit de redonner vigueur, me semble-t-il, dans une certaine instance, comme une cour de légitimité d'exercice, c'est le terme que vous proposez, il s'agit de redonner vigueur au jugement politique lui-même, éventuellement, je suppose, même par un jugement contradictoire. On pourrait ainsi, c'est mon interprétation que je soumets, faire le tri entre le possible et l'impossible, parce que s'il s'avère qu'on a été mandaté comme représentant pour quelque chose d'impossible, il faut que ce soit sûr. Et il faut également pouvoir faire la différence entre ce qui est imputable à un défaut de sens du commun de la part des politiques et ce qui est imputable à des circonstances. Également distinguer entre les défauts d'exercice de la démocratie par ses représentants et les attaques contre la démocratie, et même distinguer très certainement entre les diverses sortes d'attaques contre la démocratie, parce qu'on n'est pas comptable de la haine suscitée par la démocratie quand on est démocrate, mais on peut l'être de ne pas résister aux attaques, en revanche. Pour Yves-Charles Darcas, ces remèdes n'ont de sens que dans l'attachement au cadre de l'exercice démocratique, lequel ne peut être pour vous donc que le cadre de l'État-nation. La souveraineté démocratique, dans la mesure où elle est une forme de souveraineté, est indissociable de la forme de l'État, et la crise de la démocratie est aussi une crise de la souveraineté de l'État. La mondialisation du capitalisme est la première attaque contre la démocratie. Tout attachement à l'État-nation, rappelez-vous, n'est pas nationaliste. L'invention spécifique de l'Europe, d'ailleurs, qui aurait pu, et peut encore, si elle surmonte sa crise, donner naissance à une nouvelle forme d'exercice démocratique, vient précisément de ce que l'Union européenne n'est pas en principe une suppression du cadre national, mais une union d'États-nations adoptant un certain nombre de principes et de dispositions en commun, sans que soit normalement perdu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui se passe actuellement en Grèce, où un gouvernement élu se voit intimer l'ordre par les instances européennes de renoncer à des mesures sociales de sauvegarde assez élémentaires, ne peut aller que dans le sens de l'avertissement lancé par Yves-Charles Darcas d'une dérive non démocratique de l'Europe. Le risque, si les démocraties ne se relégitiment pas, est de voir celles-ci tomber dans la violence. Il ne s'agit certes pas de rêver ici la suppression des conflits. Vous rappelez que les conflits sont inhérents aux politiques, mais et que la démocratie épouse cette conflictualité politique en lui permettant de s'exprimer et en la canalisant tout à la fois. Mais c'est quand, au lieu des conflits, de la violence apparaît, que les démocraties sont en difficulté, car elles se retrouvent devant le dilemme liberté-sécurité. Et de fait, la violence apparaît toujours dans les failles de la démocratie, quand se généralise l'exclusion ou la dissolution du lien social. Là encore, la meilleure protection des démocraties réside dans la légitimité de l'exercice et dans les normes de la citoyenneté. De manière générale, me semble-t-il, je ne pense pas tordre trop votre propos, dans l'universalisme qui protège de la violence des particularismes comme de celle des intérêts particuliers. C'est sur ce point que je rebondis pour proposer quelques pistes de questionnement, mes propres questions. Pour commencer, je me demande, c'est une question un peu terminologique, mais qui a son importance,
si la crise de légitimité dont il est question n'est pas ici une crise du républicanisme. Ça va d'ailleurs dans le sens de ce qui vient aussi d'être dit. La relégitimisation que Yves-Charles Zarka tient pour nécessaire serait donc une républicanisation. La démocratie légitime, à la lecture de ces textes, me paraît être une démocratie républicaine. Et on peut penser que ce qui est aujourd'hui défaillant, c'est le sens républicain de la nation universaliste, porteuse de l'héritage des Lumières, sans lequel, effectivement, une vie politique moderne est difficilement concevable sans violence. Toutefois, je voudrais quand même poser quelques questions en reprenant ce plan méthode, crise et remède à la crise. Sur la méthode, tout d'abord. Même si Kant est sûrement aujourd'hui un auteur plus utile pour penser le politique Hegel, néanmoins, je suis personnellement toujours sensible à cet avertissement donné par Hegel dans la préface des principes de la philosophie du droit, qu'il ne faut pas d'abord chercher ce que l'État doit être, que la manière dont il doit être connu. Or, la question se pose, pour moi, je la soumets à la discussion, de savoir si nous pouvons raisonner sur les phénomènes politiques dans le seul cadre de l'État-nation. Alors, bien entendu, il faut distinguer deux choses. Les perspectives normatives se dessinent à nous dans ce cadre, qui est, de toute façon, à l'heure actuelle, indépassable comme principe d'organisation politique, et, il faut le rappeler également, toujours une garantie contre le risque d'unification despotique contenue dans la mondialisation comme dans toute unification au niveau mondial. Mais dire cela n'implique pas que tout ce qui doit être connu l'est nécessairement dans ce cadre. Et dans ce cadre, cela a des implications pour les questions, me semble-t-il, qui nous occupent. Car si on fait l'hypothèse, je crois pas totalement saugrenue, que pour connaître ce qui se passe à l'intérieur de l'État-nation, il faut prendre en compte la globalisation, pas seulement économique, mais avec la globalisation économique, les nouveaux phénomènes politiques qui apparaissent à la surface du globe, alors on peut se demander si on n'infléchit pas quelque peu la perspective sur la crise de la démocratie. Donc, voilà, diagnostic. À propos du diagnostic, il me semble qu'on peut d'abord s'interroger sur la question de la responsabilité. Si on examine la situation des démocraties à l'intérieur des États-nations, ce qui inclut l'Europe comme union des nations, la désaffection du politique peut être interprétée, je l'ai dit, comme colère du peuple devant la démission de ses représentants, ceux de l'exécutif comme ceux du législatif, nationaux ou supranationaux. Si on l'examine de l'extérieur, la désaffection du politique peut être susceptible d'interprétations plus diverses. D'abord parce qu'elle est plus générale. Et parce qu'on peut l'appeler, me semble-t-il, d'abord à un premier niveau une crise du symbolique. La crise du symbolique est toujours une crise de la représentation, puisque dans l'ordre du cognitif même, c'est l'aptitude au symbole qui nous permet de parler. Le symbole articule absence et présence. La présence du représentant porte en elle l'absence des représentés, et comme Yves-Charles Zarka le remarque, si la représentation était vivante, réellement symbolique, nous n'en serions pas là sur le plan écologique, car ces absents que sont les générations futures seraient représentés dans les représentants. Mais si on prend les choses de ce point de vue, alors on dit aussi qu'on ne peut pas analyser la crise des démocraties sans tenir compte du malaise dans la culture au sens large, qui est aujourd'hui plus que jamais mondial. Déjà, l'analyse de l'individualisme chez Benjamin Constant et chez Tocqueville est indissociable de la mise en garde qui était la leur contre les dangers d'un apolitisme toujours favorable au despotisme. Mais nous sommes aujourd'hui, comme Christopher Lasch l'a bien montré, au deuxième âge de l'individualisme, l'âge narcissique qui correspond à une évolution du capitalisme vers un hédonisme lui-même complètement spéculaire. Les choses ne sont même plus en question. Et cela a pour effet subjectif une saturation du désir qui est cause de la crise du symbolique.
Lacan a défini le discours capitaliste par sa capacité de saturation. Les objets prolifèrent, c'est eux qui sont en position de maître. Donc il n'y a plus de manque, plus de désir, donc plus de symboles non plus, donc plus de représentation, car le symbolique suppose la représentation du manque. Claude Lefort a montré que la démocratie, c'est le respect de cette place vide, du symbole, d'une division du pouvoir présente dans la notion même de représentation. Donc, quand les conditions subjectives de la représentation ne sont plus réunies, les représentants peuvent être aussi probes qu'ils peuvent, ils ne seront jamais satisfaisants. Il y a une responsabilité donc populaire, à mon avis aussi, dans la désaffection du politique. La crise du politique n'est pas uniquement liée à une quelconque corruption des gouvernants. Ce serait trop simple dans une certaine mesure. Nous sommes aussi responsables de nous laisser prendre dans la séduction capitaliste et d'oublier le symbolique, de préférer l'hédonisme que le fait de parler des affaires publiques. Il y a bien là un risque de nouveau totalitarisme qui est, comme Claude Lefort l'avait montré aussi, ce non-respect de la place vide du pouvoir. Donc la colère des peuples est parfois légitime, bien sûr, mais parfois non. Ainsi, concernant l'Europe, peu de citoyens ont conscience de l'importance de l'élection des représentants au Parlement européen. Si tous les mécontents, au lieu de s'abstenir, avaient fait basculer la majorité au Parlement européen, on ne serait peut-être pas en train de risquer une exclusion de la Grèce, et le discours politique ne serait certainement pas exactement le même que celui seulement technique et financier que nous entendons ces jours-là. D'un autre côté, s'il ne faut pas disculper les peuples, qui ne sont donc pas toujours démocrates, quelle responsabilité incombe aux politiques? C'est une autre question. Certes, on peut déplorer souvent un manque de courage pour résister au discours managérial qui envahit la vie publique et même parfois la vie privée. Et on peut déplorer aussi un manque au devoir de franc-parler, de parésia, dont Foucault a montré dans la dernière partie de son œuvre la fonction déterminante dans la constitution de l'idée démocratique. Par exemple, avoir dissimulé l'ampleur de la crise économique, comme Pierre Larouturou l'avait bien montré déjà il y a quelques années, empêcha de prendre rapidement les mesures qui s'imposaient et surtout peut-être au peuple de forger leur propre jugement. Alors, ceci est vrai, mais il est vrai aussi, me semble-t-il, on ne peut pas nier aussi que c'est le propre du discours capitaliste que d'annuler le discours politique et que les politiques, aussi sincères soient-ils, ne peuvent que se heurter à cela. Si le discours capitaliste est un discours dans lequel l'objet, comme je l'ai rappelé, est en position de maître, le capitalisme, même s'il est à l'origine d'une invention humaine, bien sûr, est devenu néanmoins un processus acéphale sur l'emballement duquel il faut bien dire que nous avons perdu le pouvoir. Et de fait, il ne dépend plus que du discours de la science, mais le discours de la science condamne à l'impuissance ce que Lacan appelle le discours du maître, c'est-à-dire la politique. Je me souviens avoir été frappé un jour par cette exclamation de Michel Rocard dans une conférence où il avait dit « Vous savez, la politique c'est dur ». Et il ne parlait pas à l'époque seulement de s'aider mêlé avec François Mitterrand, mais de la difficulté d'agir en politique. On sait que ce n'est pas un des plus passifs, pourtant. Sur les remèdes, enfin. Donc, s'il en est ainsi, concernant les remèdes, j'ai quelques questions. D'abord, sur la Cour de légitimité, ne pourrait-elle pas avoir pour effet de souligner encore précisément davantage l'impuissance des politiques? Ne reviendrait-elle pas à réhabiliter la notion de mandat impératif au lieu des mandats représentatifs que nous connaissons, avec les risques autoritaires qui leur sont inhérents? C'est une question, me semble-t-il, qu'il fallait poser. Deuxièmement, les remèdes, peuvent-ils se penser au niveau national, seulement national? Et ceci précisément si on tient à ce que l'État-nation demeure une garantie contre le risque d'un État mondial.
Dans l'histoire politique, la géographie précède l'histoire. Et les hommes inventent des formes politiques à partir des espaces qui se donnent à eux. C'est ainsi que la démocratie, née dans la cité, a pu s'exporter à l'État-nation. Peut-être que la désaffection du politique est aussi la marque, c'est une hypothèse que je fais, la marque d'une inadéquation des formes politiques d'aujourd'hui à la conscience des habitants du monde. Hegel dit toujours, dans la préface des principes à la philosophie du droit, que quand une forme de la vie a vieilli, il ne sert à rien de peindre du gris sur du gris. Pour Saskia Sassen, nous vivons un moment analogue, aujourd'hui, à celui que fut la naissance de l'État. Et nous ne pouvons donc pas, si c'est le cas, adopter la posture d'un Démosthène, en voyant la mondialisation uniquement comme une menace. Et là, les remèdes à la crise de la démocratie seraient de la penser non pas au niveau mondial ni national, mais au niveau transnational. Et ça pourrait aller, me semble-t-il, dans 3 directions possibles au moins. La première est celle de la nouvelle lutte des classes, de la lutte des classes transnationales. Et j'emprunte encore à Saskia Sassen la description des classes émergentes au niveau global. Première classe, les élites financières globalisées qui gèrent les flux. Deuxième classe, les fonctionnaires des grands organismes qui interviennent au niveau mondial. Et troisièmement, la masse des travailleurs pauvres qui migrent en masse avant de s'immobiliser dans un néo-esclavagisme. Pour Ulrich Beck, il n'est pas exclu qu'on voit même se dessiner une nouvelle bipolarisation du monde, avec d'un côté les pays riches, qui font fonctionner l'économie globale, vers lesquels migreraient les élites des pays pauvres ou émergents, et les pays pauvres voués au travail mercenaire. Et bien entendu, dans ce contexte de lutte des classes, eh bien, on peut s'attendre à des luttes révolutionnaires mondiales et des manifestations transnationales, comme il en existe de plus en plus, la dernière ayant eu lieu hier à Francfort. La deuxième piste est celle des nouvelles formes de démocratie locale, qui apparaissent moins, là j'aurais peut-être un petit désaccord, qui apparaissent moins dans ce contexte comme une forme de patronage destinée à remobiliser les citoyens. C'est peu ce que tu dis, quand même. Bon. Non, mais bon, je traduis, j'interprète. Mais qui pourrait être une transformation, un effet de la transformation du local par le global. Et dans ce cas-là, ce serait un peu différent. La troisième piste est plus spécifiquement politique. Le nouveau clivage qui se dessine au niveau mondial n'est plus tant un clivage démocratie-totalitarisme que démocratie-terrorisme. Le terrorisme est lui-même une forme de guerre qui correspond à la globalisation. Il est lui-même transnational, même s'il s'oppose comme idéologie à la globalisation, et il apparaît comme une des formes contestatrices les plus puissantes d'aujourd'hui. Il oblige non seulement à reformuler le sens et la valeur de la démocratie, mais aussi, me semble-t-il, à transnationaliser l'adhésion démocratique, comme on le voit aujourd'hui à travers les réactions de solidarité dans le monde après les attentats. Donc voici les questions que je soumets à la discussion, en remerciant Yves-Charles Zarka d'avoir donné matière et occasion à cette réflexion sur la crise de la démocratie. C'est à moi. Évidemment, je suis celui qui a moins de temps. J'ai dû déborder aussi un petit peu. Non, mais je vous reprocherai. Au contraire, je vous remercie beaucoup pour ces analyses très intéressantes et à partir desquelles il y aurait beaucoup de choses à dire, que malheureusement je ne pourrais dire que très partiellement parce que le temps qu'il me reste, étant donné qu'il devrait y avoir une discussion après, mais c'est souhaitable, est assez bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Père Louzeau d'abord, parce que vous êtes le maître de ces lieux. Et Hélène, parce que Hélène est pleine de travail, débordée de tous côtés, et elle a accepté de se livrer à cet exercice brillamment. Bon, comment je vais répondre à ça? Par quoi je vais commencer? Bon, écoutez,
je vais au moins essayer d'avancer quelques propositions fortes, autant que je le puis. Oui, c'est vrai que nous vivons une crise de la démocratie, et je crois, comme le père Rousseau l'a souligné, je crois aussi Hélène, que la question fondamentale est une question touchant la légitimité. Donc ce n'est pas un problème de détail, ce n'est pas simplement un problème de fonctionnement, c'est un problème beaucoup plus fondamental que cela. Et je donne un signe de cela. On n'a pas, donc pour la démocratie moderne, c'est-à-dire depuis Rousseau, on n'a pas trouvé un autre concept que celui de souveraineté du peuple pour définir la légitimité démocratique. On n'a pas trouvé un concept, si on a trouvé, dites-le-moi, je serais très intéressé, un autre concept que celui de la souveraineté du peuple pour définir la démocratie. Mais on voit bien en même temps que cette souveraineté, elle est problématique. Où elle est, cette souveraineté? Quand est-ce qu'on l'a vue? Quand est-ce qu'elle s'exerce? Chez Rousseau, on voit très bien ce que ça veut dire. On voit qu'en quoi la volonté générale et la souveraineté du peuple, évidemment, tandis que dans les formes de gouvernement que l'on connaît, on se demande où elle est, quand est-ce qu'elle apparaît, il est où même, le peuple, il est où? D'où certains, pensant qu'ils ont trouvé là une solution différente de celle qu'on propose habituellement, c'est-à-dire de redonner corps à la souveraineté du peuple, ce qui comme tu as dit, serait ma position, ont avancé l'idée d'une démocratie sans peuple. Voilà une idée qu'elle est bonne. Voilà une idée qu'elle est bonne. Et il y a eu des livres écrits sur la démocratie sans peuple. Je vous signale entre nous que ceux qui utilisent cette notion, pour un certain nombre le savent, mais pour d'autres ne le savent pas, ils cachent donc l'origine de cette notion. Vous savez qui a inventé cette notion de la démocratie sans peuple? C'est Carl Schmitt. Il définissait la démocratie libérale précisément qu'il haïssait, pas qu'il comme une démocratie sans peuple. Et sa critique était que c'était des formes démocratiques qui ne réintégraient pas le peuple à l'unité politique. Je ne vais pas insister sur la modalité que lui avait proposée pour réintégrer le peuple à l'unité politique. On en a un peu parlé la semaine dernière, on ne va pas revenir sur celui-là. Donc, c'est ça, c'est la question. C'est une question centrale. Comment donner un contenu à la souveraineté populaire dont on peut dire qu'elle a des expressions, évidemment, il y a des votes, mais c'est une forme de la souveraineté populaire qui, dans ses actes, dans le moment même où elle se pose, elle se destitue. C'est-à-dire que tu votes, tu rentres à la maison, ça va, c'est bon, dans 5 ans, tu vas pouvoir revenir ou un peu avant. Donc c'est cela que, dans les démocraties même, devient insupportable. C'est-à-dire le blanc-seing. Je te donne le blanc-seing, je reviens dans 5 ans, et dans 5 ans, si je suis content, je mets un autre pour, si je ne suis pas content, je mets un autre pour. Mais ça n'est pas une souveraineté active, c'est une souveraineté passive dont l'activité consiste à poser sa passivité. Donc ça, c'est un problème très considérable. Parce que s'il n'y a pas de contenu de la souveraineté du peuple, des formes d'expression de cette souveraineté du peuple, on peut en trouver diverses, alors à ce moment-là, on a des substituts. Et le populisme est un substitut de cela. Ce n'est pas la souveraineté du peuple, c'est tout à fait autre chose. J'étais en Espagne il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'est l'Espagne, j'étais à Barcelone, disons, il y a quelques semaines. Et non, mais mes amis de Barcelone me diraient, écoute, c'est pas sûr. Et figurez-vous qu'ils me parlaient, il y avait eu des discussions autour du nouveau mouvement, disons, Podemos. Et quelques collègues m'ont dit que, bon, il y avait des références intellectuelles là-dedans, et la principale qu'on m'a citée, et je suis tombé des nues,
c'est Ernesto Laclau, qui est un philosophe argentin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La raison populiste, Populist Reason. Pour moi, c'est une destruction totale. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il peut y avoir différents rapports au peuple. Il ne comprend pas qu'il peut y avoir différents rapports. Et que le populisme consiste dans ce type de rapport qui excite les humeurs du peuple, celles de crainte en particulier, et qui prétend trouver des solutions pour soulager ces passions qu'il a lui-même créées. C'est ça le populisme. Il s'auto-entretient. C'est-à-dire, on fait craindre, et quand la crainte se diffuse, on dit « moi, je suis là, susceptible d'apporter la solution là ». Or, ça, c'est... Si on, pour revenir à votre chose une seconde, si on imagine, si on pense le rapport au peuple, ou le rapport du peuple à lui-même chez Rousseau, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Rappelons-nous que, par exemple, au moment de l'expression de la volonté générale, chacun doit revenir en soi-même, et évidemment, c'est un peu mystique, retrouver d'une certaine manière en soi la volonté générale, c'est-à-dire reconnaître en soi-même le bien commun. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je dis, si Podemos a, comme intellectuel dominant, il est mort, hein, le malheureux, mais Laclau, les malheureux, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller du tout, et je ne comprends pas que ça puisse être le cas. Bon, je vais laisser ça, la discussion est restée là. Donc la question, c'est comment cette souveraineté du peuple peut trouver à s'exprimer. Tous les mouvements actuels demandent à cela. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus les décisions politiques qui tombent comme des dictats, des oukases du haut. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ça? Qui a... Non, donc, c'est pourquoi, quand tu as dit que je considérais sur la démocratie participative comme patronage, c'est une interprétation. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas du tout faire de la démocratie participative un modèle substitutif à la représentation. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas de modèle du tout qui atteste de la légitimité de cela. Je donne un exemple. On discutait, c'était au mois de décembre, on discutait des problèmes environnementaux, et il y avait une collègue qui, comment dire, restituait ce qui s'était passé dans comment il s'appelle ça, des jeux de citoyens ou autres. Et je vous donne ça parce que je m'en souviens à l'instant, mais tout ce que la personne disait, quel contenu démocratique ça a? Quels sont les principes qui permettent de juger que c'est démocratique ou non? Et je me demandais, bon, quand on fait un groupe là, il y a un groupe, très bien, vous allez voir tout de suite qu'il y a un certain nombre de gens qui vont prendre la parole, qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se dire, qui vont se sentir assez légitimes pour la prendre. Et comment on va... Et ceux qui vont prendre la parole vont pouvoir, souvent, faire prévaloir, parce qu'ils parlent bien, etc., un certain point de vue qui sera ensuite adopté. Comment? On n'a aucune possibilité, critère. Et c'est pas parce que c'est une réunion locale. Bon. Néanmoins, je reconnais, je le dis, que les formes participatives de démocratie, qui ont encore à trouver des formes, elles sont utiles, elles sont nécessaires, parce que les gens veulent aussi intervenir dans ce qui les concerne le plus directement, et même un peu plus loin. Donc ça, mais cela me semble, je le dirai tout à l'heure, totalement insuffisant. C'est pour ça que les aspects institutionnels sont pour moi les aspects les plus politiquement les plus importants. Je voudrais faire deux considérations à cet égard. La première à partir de Machiavel. Et
je vous le dis, mais parce que c'est vraiment, ça tombe aujourd'hui même. Normalement, paraissent en librairie 2 ouvrages, l'un sur Machiavel, sur le pouvoir et le peuple, et l'autre sur Honnête, sur la reconnaissance, je vais y revenir, qui touche exactement aux questions que vous avez abordées. Bon. Le politique est une réalité, en effet, très dure. Une réalité qui a sa propre logique. Et vous avez dit tout à l'heure, quand le peuple aime ses dirigeants. Machiavel dit, si le peuple aime ses dirigeants, c'est bien. Non, il ajoute, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'un peuple aime ses dirigeants ou qu'il les craigne? Et il répond Machiavel, il vaut mieux qu'il les craigne. L'idéal, l'amour seul, ça n'existe pas en politique. Les deux, oui, ça serait pas mal. Mais s'il y avait à choisir entre les deux, il vaut mieux qu'il craigne. Et il montre, Machiavel, pourquoi il vaut mieux qu'un peuple craigne ses dirigeants plutôt qu'il ne l'aime. Ça veut dire que l'ordre politique a une logique qui est celle du pouvoir. Et la logique du pouvoir, ça n'est pas une logique théologique. Je sais parfaitement, et je travaillais là-dessus pour des textes que j'écrivais sur le pardon, sur l'Afrique du Sud, sur les travaux sur réconciliation et vérité. Et la dimension aussi de repentance et de pardon. C'est une... Il y a, comment ça s'appelle, Nelson Tutu. Non, non, qui a présidé cette commission et qui a donné vraiment une allure théologique à l'affaire. Mais le politique, c'est pas du théologique. Le politique, c'est pas du théologique. Il ne faut pas attendre de l'amour du politique. Si on attend de l'amour, l'amour existe, évidemment, heureusement. Mais si on attend de l'amour du politique, on se trompe totalement. On a à attendre du politique un certain nombre de choses, relevant de la légalité, relevant de la légitimité, relevant du bien commun, mais l'amour, là-dedans, c'est trop. Le politique ne peut pas. C'est pas son objet. Et celui-là, je veux dire, l'amour relève d'un autre ordre. L'ordre des relations personnelles, d'un ordre éthique, d'un ordre théologique aussi, bien entendu. Mais le politique, c'est pas à l'amour qui fonctionne. Il ne fonctionne pas à l'amour, il fonctionne au pouvoir et à l'intérêt. Et s'il y a de l'amour là-dedans, ça n'est qu'une couverture pour cacher des choses que l'on ne saurait voir. C'est pour ça que moi je pense qu'un auteur comme Machiavel est un auteur très important, parce qu'il met à nu l'essence du politique, dans sa dureté la plus grande. Pas du tout pour dire que la politique c'est c'est la contrainte et la domination. Mais pour dire que c'est ça, mais qu'il y a aussi la possibilité dans le politique pour produire une république. Et un régime républicain. Un régime républicain qui soit lié avec la vertu civique. Et il monte dans quelles conditions? Il monte dans quelles conditions? Il monte comme... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois que Machiavel met à nu l'essence même du politique, c'est pour ça qu'il nous intéresse encore aujourd'hui. Il met à nu l'essence du politique, et en montrant que le politique joue sur les questions de la violence, sur les questions de l'apparence, sur les questions du symbole, bien entendu, et que ce jeu-là a sa logique propre, qui n'est pas une logique qui nous condamne à la soumission définitive, mais qui est un jeu dans lequel aussi la possibilité d'un régime républicain peut se trouver. Et quand Machiavel pense à un régime républicain, quand il parle de la Republica Perfecta, par exemple, dans les Discorsi, il montre qu'une république parfaite, il parle de Rome à une certaine époque, est une république dans laquelle les pouvoirs sont
se contrôlent mutuellement. Se contrôlent mutuellement. Il y a le consul, il y a le Sénat et il y a le peuple. Et quand ces pouvoirs sont susceptibles de résister les uns aux autres, d'empêcher l'un de prendre le pas et de faire sa loi dans tous les domaines, à ce moment-là, on peut concevoir qu'une république se constitue. Et évidemment, ça a lieu aussi, ça joue aussi au niveau de la parole. Hein. Parce que c'est surtout, bon, Machiavel montre comment à Rome, il n'avait pas eu un législateur aussi excellent que Lycurgue. À Rome, pour Sparte, Lycurgue, à Rome, les événements ont produit, la nécessité du cours des choses a produit ce qu'il fallait qu'il produise pour que Rome puisse devenir une république qui tienne, et qui a tenu longtemps, à savoir les tribuns du peuple. Et donc, il y a une logique politique, et je crois que la dimension théologique a sa place, mais à mon avis, elle n'est pas d'ordre politique. Elle n'est pas d'ordre politique. Et je ne dis pas qu'elle ne puisse pas juger le politique, ça tout à fait, mais attendre de l'amour du politique, je peux vous dire que si on attendait ça, on attendrait longtemps. C'est pas ça. Et puis c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande la justice, on lui demande en effet la justice, on lui demande de s'occuper aussi de la prospérité du pays, on lui demande un certain nombre, une protection des droits individuels et collectifs. Pas de l'amour. Sinon, on n'aurait pas le paternalisme. Ce que Kant considère comme la pire des choses, c'est le paternalisme. Dans l'homme, on dirait, je suis votre père à tous, je vous aime. Non, c'est pas ça qu'on te demande, mon vieux. C'est pas ça qu'on te demande. On s'en fout que tu nous aimes pas. C'est que tu assumes ta fonction et tu as les résultats que tu es censé avoir. Bon. Je reprends quelques points. La question de la légitimité. Alors, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur la légitimité en faisant référence à Père Fessard. Légitimité de fait, légitimité de droit, légitimité de valeur. J'ai quelques problèmes néanmoins avec ces trois notions. Légitimité de fait. Si c'est la contrainte, c'est pas de la légitimité. Si c'est de la contrainte, comme dit Rousseau, c'est une nécessité. Et donc c'est pas une nécessité. Je ne peux pas dire qu'un régime est légitime qui arrive par la force à se maintenir et à se reproduire. Il n'est pas légitime, par définition. Légitimité de droit, bien sûr, mais vous aviez au départ distingué deux sens de la légitimité. Premièrement, ce qui est conforme à la loi et à la justice, et deuxièmement, le sens réfléchi et ce qui est reconnu comme authentique. J'ai des problèmes avec ça. Parce que vous ne faites pas la différence entre la légalité et la légitimité. Ce qui est conforme à la loi, c'est ce qui est légal. Il y a là qui me dira s'il n'est pas d'accord. Les professeurs de droit. Il y a la légalité, donc l'ordre juridique et légal positif posé par l'État, mais la légitimité, c'est autre chose que cela. Parce qu'on peut dire des lois qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont illégitimes. Et donc, la légitimité se réfère à une instance qui n'est pas simplement celle de la légalité. Bien entendu, la légalité peut être investie de légitimité, bien entendu. Dans un État démocratique, la légalité, elle est investie de légitimité. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas dans tous les cas. Et donc, la légitimité, c'est un ordre différent de celui de la légalité. La coïncidence de la légitimité et de la légalité, par exemple chez Rousseau, c'est la volonté générale. C'est elle qui fait la loi, et la loi en tant qu'expression de la souveraineté du peuple est légitime. Donc, il y a cette liaison. Donc, ce que vous appelez la légitimité de droit, c'est pour moi plutôt la légalité. La légalité. Tandis que la légitimité,
il porte moins sur le droit que sur la source du droit. Et donc sur le fondement du droit. Et donc c'est pour ça que ça renvoie à la souveraineté. C'est à la question de la souveraineté. Qui est souverain? Et la véritable légitimité, c'est celle du peuple en tant que souveraineté s'exerçant par le peuple et sur lui-même, hein, avec la notion d'autonomie. Donc, premièrement, je séparerai le politique du théologique. Deuxièmement, pour la légitimité, point très important, il faut la distinguer de la légalité pour la pensée pour elle-même. Alors, moi, je disais que je croyais, alors, deuxième auteur, je disais Machiavel tout à l'heure, et puis dans la suite de Machiavel, d'une certaine manière, Spinoza. Il y a un passage de Spinoza superbe au début du traité politique, où il dit, je ne me souviens plus exactement de l'expression, mais en somme, que il ne faut pas attendre, je le redonne en substance, il ne faut pas attendre que les gouvernants soient bons. Sinon, vous attendez que les gouvernants soient bons, vous pouvez toujours attendre. Il faut faire en sorte que les institutions soient telles que même de mauvais gouvernants soient obligés d'agir comme s'ils étaient bons. C'est les institutions. Je ne peux pas me demander s'il est bon ou il est mauvais, il est vicieux ou il est vertueux. Ça, c'est pas possible. Et on ne peut pas demander, on ne peut pas vérifier la vertu, ça n'existe pas. La question, c'est celle des institutions. Et en l'occurrence, des institutions démocratiques. Des institutions telles qu'elles puissent faire en sorte que qui que ce soit qui ait le pouvoir, il soit obligé d'agir comme s'il était bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas de possibilité, au moins possible. En vérité, la démocratie a déjà des vertus qui lui permettent ça. Par exemple, le fait qu'il y ait des alternances au pouvoir. Et donc, a posteriori au moins, on puisse contrôler ce que les précédents ont fait. Mais il peut y avoir des complicités aussi. Hein, et donc, on va taire ce qui s'est fait avant, parce que le suivant taira ce qu'on a fait soi-même. C'est pour ça que je disais, j'ai eu cette idée, comme ça, en y réfléchissant, à reprendre un modèle médiéval qui ne concernait pas la légitimité, mais la tyrannie. Et de le reporter sur le problème de la légitimité. Et dire, il n'y a pas une seule légitimité, il y a légitimité de titre et légitimité d'exercice. Et concevoir institutionnellement, alors, de manière approximative, je le reconnais parfaitement, mais qu'est-ce quelque chose qui serait, donc, légitimité de titre, il n'y a pas de problème, en démocratie, c'est l'élection, bon, terminé, vous avez une voix de plus, vous êtes élu, mais ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit plus. L'élection, ça ne devrait pas être un blanc-seing. Et donc l'idée que j'avais avancée, c'était une légitimité d'exercice à partir d'une charte de légitimité d'exercice, c'est-à-dire une charte véritablement sur l'exercice du pouvoir, une charte sur l'exercice du pouvoir, concernant, qui n'aurait pas simplement pour objet, et ça serait un objet déjà très important, de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive politique du genre de celle qu'on appelle assiste assez fréquemment de corruption ou autre, mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'aussi, l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est que le moment de l'élection devient un moment dans lequel on peut dire tout au sens de dire n'importe quoi. Et le lendemain de l'élection, on voit ça à chaque fois, on a exactement le contraire de ce qui était dit. Donc la question, doit y avoir une charte de la légitimité d'exercice, comment on a exercé le pouvoir. Alors vous me dites quelles institutions, je ne peux pas les définir, mais je suis sûr qu'on peut le faire, parce que c'est des problèmes, comment on choisit les membres, comment on choisit ceci, bon, ça c'est des problèmes techniques. Ce que je peux vous dire, c'est comment elles sont au contrôle. Je vous donne un exemple, que je prends souvent, on le conteste, je ne le nie pas, mais je le prends, je pense qu'il est bon. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça a un peu à voir avec ça, mais c'est très différent. C'est celui de la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle est dirigée là par un socialiste,
C'est pas pour ça que la Cour des comptes va faire l'apologie du régime socialiste, pas du tout, au contraire, ils en prennent plein la figure. Donc sur l'usage des fonds publics. Alors, évidemment, elle a un rôle aussi politique, hein, parce qu'elle intervient sur le plan politique. Mais moi j'avais pensé à une qui s'autocontrôle, c'est-à-dire là, le président, ou c'est pas le président, je sais pas comment il s'appelle, de la Cour des comptes, non mais son nom, mais c'est sa fonction. Il peut pas faire n'importe quoi, il peut pas dire n'importe quoi. Et donc, je crois, je suis même sûr, qu'il y a dans la constitution même de la Cour des comptes une constitution telle qu'il y a un contrôle interne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir n'importe quoi. Et ça ne peut pas devenir bon. Et donc, l'idée d'une cour de légitimité d'exercice, ça veut dire que le pouvoir, c'est pas je dis aujourd'hui n'importe quoi, je fais demain le contraire, j'attends le jour de l'élection pour raconter encore une nouvelle histoire, démocratiquement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, parce que ce sont des données qui, d'une part, produisent la dépolitisation de la population. Je dis, mais pourquoi je vais voter? Ils vont faire le contraire le lendemain. Bon, que personne ne va les contrôler. Deux, premièrement, pas de pouvoir qui puisse tout faire. C'est ce que disait, Benjamin Constant. Il ne faut pas qu'un pouvoir social soit trop grand, on ne sait pas entre les mains de qui il peut tomber. Et critiquer le pouvoir absolu de Rousseau. Deuxièmement, l'aspect institutionnel. Il faut que les institutions puissent contrôler la manière dont les dirigeants agissent. Et ce contrôle institutionnel c'est autre chose, institutionnel me semble être un élément totalement décisif. C'est pour ça que j'avais imaginé l'idée d'une cour de légitimité d'exercice. Je ne nie pas les difficultés que ça puisse avoir. Pour ce qui est des questions techniques, ça, on va les résoudre. Ça, c'est des questions techniques, on les résout. Mais, alors, moi, il faut aussi le reproche, on m'avait dit, je ne sais plus permanent, il m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de cour de légitimité d'exercice? Avec cette notion, vous allez enlever la souveraineté du peuple. Parce que, je dis, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Une cour de légitimité d'exercice qui a pour fonction d'informer la population sur ce qu'il y a, elle lui rend sa souveraineté. Non pas elle l'autre, mais elle lui rend. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de connaissance ou d'information. Et donc, c'est ces deux convictions-là. Il n'y a pas d'autre limite au pouvoir qu'un autre pouvoir. Deuxièmement, c'est politiquement les institutions qui sont absolument décisives, pas les hommes. Les hommes aussi, ça va de soi. Bien sûr, c'est important, c'est même très important. Mais s'il n'y a pas les institutions, les hommes ne suffisent pas. Hein, pas attendre tout d'un responsable politique. Et donc ces deux points-là me paraissent absolument décisifs. L'ordre politique, j'avais beaucoup insisté, c'est le symbolique, bien entendu. Hein. La parole. C'est ça le politique. Là, Jean-Claude Miner, qui était là il y a 2 semaines, a fait un livre sur politique des êtres parlants, et un autre sur politique des choses. Et effectivement, ce à quoi on assiste, c'est une substitution des choses, que tu disais, à l'exercice de la parole. C'est-à-dire, on peut montrer ça par 100 exemples. C'est-à-dire qu'on substitue, c'est le principe de la réification. C'est le principe de la réification. La politique réifiée, transformée en choses. Et en discours, encore en distribution de choses. Et la dimension symbolique réduite au minimum. Au minimum. Ou alors réduite au bavardage. C'est un bavardage. Ça, c'est ce qui est très répandu. Et donc, l'exercice de la parole, l'espace public. Alors voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps. Non, là, il me reste 10 minutes. Bon, alors un seul mot. Le public est alors, peu socieux, absolument. Bon, écoutez, j'avais beaucoup de choses à dire, mais ça va. Et donc, je voudrais encore un mot bon, sur la mondialisation, tout ça, effectivement, c'est très intéressant.
je partage pas la lutte des classes dans les termes que tu l'as dit, parce que ça me semble un peu oublier pas mal de monde. Sur pays riche, pays pauvre, Ulrich Beck, en général, je ne suis pas d'accord avec lui, mais là, ça me paraît plausible. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est absolument évident. Un mot sur la reconnaissance, j'ai ajouté. Justement, encore aujourd'hui, il vient de paraître en librairie un ouvrage sur la reconnaissance, ça porte sur Axel et sur le concept de reconnaissance. Et qu'il utilise dans toutes les domaines. Et le livre en question, qui s'appelle Critique de la reconnaissance, a pour objet de montrer, et je ne suis pas le seul à intervenir, Christian Gaudin qui est là également, enfin moi ce que je lui dis, c'est qu'il faut se méfier du concept de reconnaissance. Parce que si on le prend quand on le prend en plusieurs sens, il faut se demander, comme on posait la question pour l'être d'Aristote, quel est le rapport entre ces sens. Est-ce que c'est un rapport de synonymie? Est-ce que c'est un rapport d'analogie? Ou est-ce que c'est un rapport d'équivocité? Et je lui montre que ce concept de la reconnaissance est équivoque. C'est-à-dire qu'il utilise la reconnaissance dans des sens totalement différents et qu'il n'est pas possible de parler comme s'il parlait de donner un discours homogène sur la reconnaissance. Donc ça, ça me paraît aussi un point important, dans la mesure où, et à juste titre à certains égards, la reconnaissance joue un rôle tout à fait déterminant, mais il faut savoir ce que l'on parle et quel est le contenu de la reconnaissance. Je suis désolé, je ne peux pas en dire plus, je ne voudrais pas abuser du temps. Donc maintenant, encore un seul mot. Je ne suis pas pour la limitation à l'État-nation. Je dis que l'État-nation a une réalité importante, qu'il ne faut pas négliger, mais on a écrit là-dessus, sur la démocratie européenne, n'est-ce pas, mon cher Alain? Donc, on conçoit une démocratie supranationale. Est-ce que les intervenants veulent répondre, réagir, dire quelque chose? Alors, le public. Des questions? C'est un point un peu particulier, mais bon, c'est vrai qu'il y a la question de l'affect, une question d'affect du peuple par rapport au régime politique, par rapport à ses dirigeants. Mais là, la question a été posée comme s'il y avait une alternative entre, disons, la crainte et puis l'amour, alors qu'on peut dire que l'affect, disons, intrinsèque et inhérent à la démocratie, c'est le respect. Et donc, le problème avec Machiavel, c'est qu'il s'inscrit dans un cadre qui n'est pas du tout démocratique, quand il parle de crainte. Non, ça il le dit, je répondrai sur Machiavel, non, attendez, ça il le dit dans Le Prince. Il le dit dans Le Prince. Donc, Le Prince, c'est pas le discours du tyran, c'est le discours du politique en situation de crise. Quand la patrie est en danger. C'est ça. Quand tout est foutu, comme à l'Italie de l'époque, comme il est dit dans le chapitre 26 du Prince, quand tout est foutu, alors on attend une sorte de héros politique vienne et Machiavel dit, à ce moment-là, quand la patrie est en danger, que ce soit par une guerre extérieure ou par une crise interne, il n'y a rien d'ignominieux. Ce qu'il faut faire pour rétablir la patrie, il faut le faire. Donc, on ne fait pas la distinction entre ce qui est louable et ce qui est ignominieux. Donc, c'est des caractéristiques de crise énormes, complètes. Le Prince, c'est ça, c'est l'Italie déchirée par les invasions externes, par les luttes internes, etc. Le discours sans être sans rapport, le discours les Discorsi ont un autre ton, dans lequel la notion de vertu civique va jouer un rôle central. Le rapport entre les bonnes lois et les vertus civiques. Les bonnes lois, les bonnes mœurs et la vertu civique. Donc ça c'est une autre logique que celle de la crainte.
C'est plus la République que la démocratie. C'est ça, c'est pas la démocratie, bien entendu. Non, non, mais même si on prend les discours, c'est pas la démocratie non plus. Mais non, mais attendez, il y a des lectures aujourd'hui de Machiavel, contre lesquelles je suis totalement, comme celle de Negri par exemple, qui font de Machiavel un penseur de la démocratie. Parce qu'il est penseur de la multitude, du tumulte, etc. Bon, Machiavel, il distingue les tumulti des conflits. Le conflit est nécessaire à une république libre, mais pas les tumultes. Hein. Les tumultes, ce sont ceux qui détruisent la République. Donc Machiavel n'est pas un démocrate du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas un démocrate. C'est un républicain. C'est un républicain. D'autres questions? Non, sinon c'est pour répondre à, c'est pour ouvrir un débat sur ce que vous avez dit sur l'amour en politique. C'est très intéressant. Tout dépend de la représentation que l'on se fait de l'amour. C'est ça où, à mon avis, le débat peut se poursuivre. C'est très intéressant pour dire que l'amour n'entre pas au fond dans l'ordre politique, ou pas intrinsèquement, vous en êtes venu à la question du paternalisme. Bon. Justement, c'est là, je trouve que c'est une question très intéressante. Ça dépend de l'image que l'on se fait de la paternité. Parce que la réponse de Fessard à Kojève, pour lui dire que l'amour travaille comme le politique, il le fait à partir de catégories, de relations qu'il appelle paternité, fraternité. Mais il est défini d'une manière telle que on n'est pas du tout, si vous voulez, dans le sentimentalisme. C'est une première chose. Ce qui est très intéressant pour vous montrer à quel point ça engage très loin, c'est faire une comparaison entre deux analyses de l'autorité en 1942. Donc il y a cette analyse que Fessard a fait, là, que je viens de réviser, dans l'autorité et bien commun. Il l'écrit, il termine en 42, et au même moment, de manière indépendante, à Marseille, Kojève écrit un livre qui s'appelle La notion de l'autorité. C'est un livre assez puissant, quoi. Donc il a été publié que bien tardivement après sa mort. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du petit livre de Kojève, ils l'ont fait vraiment indépendamment l'un de l'autre. Ça se termine par une petite annexe de Kojève, où finalement il finit par reconnaître la légitimité de Pétain. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait en s'appuyant sur la figure du père. C'est presque comme si, alors cyniquement, toujours chez Kojève, il se prenait au paternalisme de Pétain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Fessard, la figure du père intervient, mais c'est ce qui lui permet justement de déjouer l'équivoque chez Pétain. Donc en fait, ils n'ont pas la même représentation de ce qu'est la paternité. Mais... Je vais aller plus loin que vous, à cet égard. Mais vous savez, il n'y a pas que Fessard et Kojève. Il y a aussi un penseur extrêmement important, qui pour moi est extrêmement important, c'est Hans Jonas. Et le rôle du politique, il pense le politique comme modèle du politique, le rapport des parents avec les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de modèle démocratique. Et donc la responsabilité politique, il la pense comme une responsabilité des parents envers les enfants. Donc vous voyez, c'est tout à fait... D'abord, mais bon, moi, je ne conçois pas du tout la même chose. Alors, évidemment, j'ai exagéré peut-être. Il y a une dimension, enfin, c'est pas de l'amour, mais sur laquelle assiste, si on veut, c'est une forme d'amour, mais qui a sa place en politique, et sur lequel insiste beaucoup Aristote, et après lui, Bodin. C'est l'amitié. C'est l'amitié. Hein, c'est l'amitié. Hein, il faut qu'il y ait dans la population de l'amitié. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine. Il ne faut pas que les gens se haïssent mutuellement. Quand on va à Paris ici, là, on se fait agresser. Oui, on a l'impression que les gens se haïssent mutuellement. Mais il faut qu'il y ait de l'amitié entre les. Et donc c'est ça. Le politique, il doit. Aristote à la fois dans l'éthique et dans le politique, insiste là-dessus, l'amitié des citoyens est un élément de base de la politique. Et on voit d'ailleurs les formes dégradées du politique qui mettent les uns contre les autres, qui agitent les uns contre les autres. Et le populisme fait ça. Et donc, ça, la dimension de l'amitié est une dimension éthique dans le politique. Éthique dans le politique.
À propos de cette question de l'amitié chez Aristote comme un élément éthique du politique, il faut savoir qu'en ce moment, parmi les théologiens catholiques, il y a un débat, parce qu'en 2009, le Benoît XVI, la Ratzinger, a sorti une encyclique qui s'appelle Caritas in Veritate, l'amour de charité dans la vérité, où il dit que le fondement du politique, c'est pas simplement l'amitié et la charité. Et tout un courant de la théologie catholique qui vient du néotonisme, qui est très proche d'Aristote, est complètement en porte-à-faux, même à l'intérieur de l'Église, vous voyez. Donc il y a un vrai débat entre nous de savoir si c'est l'amitié ou l'amour de don qui peut investir le politique de l'intérieur. Donc même parmi nous, c'est une question débattue. Vous venez venir, vous êtes très aristotélicien. Et bodinien. L'amitié. Et justement, tous les travaux philosophiques de Fessard cherchent à montrer ça. On parle des crises de la démocratie, c'est des crises sociales aussi. Les gens, ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Donc ils se perçoivent comme des adversaires. C'est affreux. Je vous donne un exemple, qui n'est pas trop intellectuel, mais je me trouvais dans l'autobus l'autre jour. Je monte dans l'autobus, et le chauffeur d'autobus était noir et il écoutait très fort la musique. Bon, ça m'avait cassé, je m'en fous. Évidemment, il n'a pas le droit d'écouter la musique très fort, qu'il soit noir, jaune, blanc ou ce que vous voulez. Bon, il y a quelqu'un qui rentre et qui lui dit « Monsieur, baissez la musique. Votre musique me dérange, baissez la musique. » Donc ça devient un conflit, parce que l'autre ne voulait pas, l'autre lui répète « il se fait gueuler ». Et il y avait également d'autres personnes dans l'autobus, et c'est devenu un conflit racial. C'est devenu un conflit racial. C'est-à-dire, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est quoi cette affaire? Et un conflit, mais rude, hein, presque, ils allaient en venir aux mains. C'est quoi? C'est une haine mutuelle? C'est quoi? C'est affreux. Et ça, je donne cette anecdote, mais c'est rien du tout, mais on peut en donner des années 150, hein. Et c'est ça le sentiment de l'amitié, qui est une amitié minimale, hein, c'est pas l'ami de Montaigne, mais ce sentiment de ressentiment qui fait qu'on est très mécontent de sa situation, de voir les autres, et puis de prendre l'autre comme... Ça, c'est très mauvais. Et ça ne me semble pas être un souci dominant des politiques. Hein. Les politiques sont pris, Hélène l'a montré à juste titre, ils sont pris dans la réification. Et ils pensent qu'on va pouvoir résoudre des problèmes en apportant des choses. Tu n'es pas content, voilà 200 €. On va t'augmenter, pendant une année, on va augmenter les prestations de machin. Tu n'es pas content, on va te... C'est pas ça qui se passe. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui touche au symbolique, qui touche au discours, qui touche aux relations de parole, qui touche à l'amitié. Et donc, ou encore, bien que ce soit une forme, disons, un peu hypocrite de l'amitié, la courtoisie au moins, qui est une vertu sociale absolument décisive. S'il n'y a pas de ça, c'est pas la peine. On va se rentrer dedans. Donc il y a des problèmes institutionnels, il y a des problèmes institutionnels très forts, des questions touchant à la légitimité, mais aussi la vie. Hein. La vie et le rapport des uns avec les autres. Bon, merci beaucoup pour cette amitié qui se développe au fil de nos jeudis. On vous attend pour jeudi prochain. On va penser l'inappropriable. Ça sera notre dernière séance. Donc merci encore. C'est le point crucial. C'est le point crucial. C'est